Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle fois évidemment envie de parler de cette affaire Marvel. Mais encore une fois, évidemment, c'est à visée éducatif. Et donc, cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de l'avocat qui vient de changer. Donc, première chose, déjà, j'ai envie de parler de l'avocat sortant. Parce que j'ai été extrêmement déçu, moi, des réactions que j'ai pu voir sur Twitter. Je sais pas s'il avait un compte Twitter avant ou non, mais en tout cas, il a essayé de créer un hashtag, il a essayé de se connecter à la communauté via Twitter, et je trouve qu'il a été reçu assez durement, et je suis pas sûr que ça fasse honneur forcément au combat qu'on mène pour Marvel. Je me mets à sa place, et moi, personnellement, quand je fais des podcasts et je reçois des commentaires qui volent pas très haut, d'une part, ça me donne pas envie de répondre, et d'autre part, ça m'en dit long sur la personne qui est en face. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que beaucoup ont critiqué sa défense, mais il a justifié sa défense dans une vidéo sur Valeurs Actuelles. Après, il y a d'autres choses à critiquer chez lui, mais j'ai l'impression qu'on devrait plutôt s'élever pour essayer de comprendre ce qu'il voulait faire et essayer de critiquer à juste titre certaines choses, plutôt que tout de suite attaquer bassement sur des messages assez haineux et sur des insultes. Je trouve que c'est pas représentatif, ça donne pas envie de défendre ce type de communauté. Donc ça, c'était la première chose, parce que je me mets à sa place, je me dis c'était pas très sympathique comme accueil, alors qu'il a voulu jouer sur une stratégie, certes, qui n'a pas fonctionné pour des raisons qu'on a expliquées, parce qu'au-delà des procédures, il y a des privilèges, mais effectivement, on peut lui reprocher de pas avoir assez bien travaillé son dossier et de pas avoir envisager l'éventualité des privilèges, et donc que le procès aurait quand même lieu. Après, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, donc j'ai trouvé ça assez dur, et donc il a fait son boulot, mais je pense que moi, en tout cas par rapport à mes podcasts et par rapport aux personnes qui me suivent, je vous demande simplement, en tout cas dans mes commentaires, d'élever un peu le niveau. On est là pour produire du contenu de qualité, des échanges de qualité, et que vous puissiez éventuellement créer du lien dans les commentaires et avoir cette idée peut-être de vous rencontrer dans la vie réelle s'il y a des affinités qui matchent. Et si on montre que notre colère, je pense que ça donne pas envie de se connecter, et je pense que ça nous divise plutôt qu'autre chose. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est donc le nouvel avocat qui est Juan Branco. Donc j'en ai déjà parlé dans ce podcast sur, je pense, sur les dérives du système judiciaire. Donc je vais revenir sur la raison pour laquelle j'en ai parlé précédemment. Mais j'ai envie de vous partager un peu ma réflexion à ce sujet-là. Donc je n'ai pas du tout envie de cracher sur Juan Branco, ou je n'ai pas du tout envie de l'encenser ou autre. En tout cas, moi, j'ai simplement envie de vous dire que c'est une personnalité, et forcément, ça m'amène des questions. Et donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous partager dans cet épisode quel type de questions je me pose pour savoir si je fais confiance à tel ou tel personnage public. Parce qu'en tout cas, il se présente aujourd'hui, lui, comme, plus récemment, on l'a vu comme un défenseur des Gilets jaunes. On l'a vu dans certaines déclarations, je pense qu'il se désolidarise d'une certaine classe sociale et politique pour aider le petit peuple, en tout cas d'apparence, et donc je pense que on peut avoir un avis assez positif à son sujet, en tout cas au premier abord, et c'est pour ça que moi j'ai envie d'être un peu plus critique, et c'est vraiment pas pour le critiquer, c'est simplement pour vous exposer moi comment je fonctionne au-delà même de cette affaire. Donc déjà, moi, effectivement, je regarde de quel milieu il vient, et surtout, je regarde si c'est un déclassé ou un surclassé. Et pour moi, c'est très important, parce que quand on est déclassé ou surclassé, on a connu les deux classes, et on peut décider de choisir depuis l'intérieur laquelle on décide de défendre. Et moi, je dis ça parce que quelque part, à un certain niveau, je suis un surclassé. Mais j'ai toujours mes parents dans ma classe, on va dire, sociale originelle, et du coup, mon cœur est toujours attaché à cette classe-là, que je le veuille ou non. Et je précise aussi que c'est très important de comprendre ça, parce qu'il est très très difficile de tirer un trait sur la classe sociale
dont on fait partie. Et c'est pour ça que quelque part, les déclassés, les surclassés, les métis, donc qui connaissent plusieurs cultures, sont des personnes qui enrichissent à un certain niveau les débats, les échanges, parce qu'ils connaissent les deux points de vue. Et ça, c'est quelque chose de très important, je trouve. Ensuite, en parlant de classe, donc lui, il vient de cette classe assez bourgeoise, culturo-mondaine, avec un père cinéaste et une mère psychanalyste, donc quelque part un peu, on va dire une classe privilégiée, mais pas tant que ça, parce qu'il ne vient pas forcément non plus de ces familles de la haute, dans le sens de l'élite industrielle et financière ou politique. Il vient pas vraiment de là, donc à un certain niveau, quand on va voir son parcours, on peut se dire qu'il se surclasse. Donc, dans son parcours, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plusieurs choses, parce que moi, ce que je regarde aussi, c'est très important, c'est les diplômes. Et je vais vous expliquer pourquoi je regarde les diplômes, non pas parce que je leur donne spécialement de la crédibilité, mais c'est parce qu'en fait, les diplômes sont le reflet d'une caractéristique que moi, j'ai observé, qui moi-même suis diplômé et qui a un réseau qui est en tout cas fréquenté beaucoup de personnes dans différentes écoles de France et dont les plus prestigieuses, voire les plus prestigieuses. Je peux vous dire quelque chose, c'est que le diplôme reflète à un certain niveau effectivement une certaine intelligence, oui, mais il reflète surtout une capacité à se conformer à ce qu'on attend de nous. Et ça, c'est typiquement français et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Plus le diplôme est élevé, plus il va falloir se conformer à ce qu'on attend de nous et des codes très précis. Finalement, le parcours scolaire français, c'est un peu cette usine à formatage, dans le mauvais sens du terme, d'un certain côté. Donc on forme de très 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 bons dirigeants, de très 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 bons cadres moyens, supérieurs, de très très bons politiques, mais on ne forme pas des entrepreneurs, des génies qui vont risquer des choses. Ce n'est pas la culture de notre parcours scolaire français. On est dans une culture du formatage. Et donc, plus la personne est diplômée, plus dans ma tête j'ai une alerte et je me dis que cette personne sait exactement se conformer à ce qu'on attend d'elle et parfois, du coup, elle peut très naturellement réagir, agir en fonction de son objectif caché. Et donc, vous l'aurez compris, quand je parle d'objectifs cachés, je parle d'objectifs cachés dans le sens parce qu'il y a évidemment des réseaux discrets ou secrets dont le grand public n'a pas forcément connaissance et du coup, ce sont des très bons acteurs d'une certaine manière et ils ont l'intelligence qui va avec. Ensuite, moi je regarde aussi dans son parcours quel type de structure il a intégré. C'est-à-dire que est-ce qu'il a fait une carrière uniquement politique ou est-ce qu'il a voyagé? Est-ce qu'il a été intégré dans des structures diverses et variées pour élargir son réseau? Est-ce qu'il a intégré des programmes de formation comme des graduate programmes étrangers ou autres, et ça c'est très intéressant pour comprendre le niveau de connaissance de la personne et le niveau d'expérience qu'elle a dans ce nouvel ordre mondial, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a beaucoup de superstructures en fait qui sont interpays ou voire qui sont nationales. Et donc c'est intéressant pour moi parce que effectivement, bon après chacun regardera un peu son CV parce qu'il a un CV très très long et dans ses études et dans son parcours professionnel. Donc dans ses études déjà, on peut voir qu'il y a Sciences Po, il y a Yale, il y a l'ENS Ulm, il y a beaucoup de choses que j'oublie. Je pense qu'il y a la Sorbonne aussi. Et dans les milieux qu'il a fréquentés, donc il a été juriste, puis avocat, donc il a fréquenté aussi la Cour pénale internationale, il a fait des séjours à New York, il a une proximité avec plusieurs partis politiques et donc personnages politiques, donc il a quand même son expérience et il a quand même quelque part une connaissance des réseaux qui peuvent exister en surface et en profondeur. Et ensuite, moi, ce que je regarde aussi, c'est sa médiatisation, et notamment pour toutes les personnes qui se revendiquent un peu rebelles comme lui, et qui clament haut et fort qu'ils ont tourné le dos à leur classe sociale d'origine. Et donc, parce que, clairement, si t'es vraiment un rebelle, si t'es vraiment un dissident, si tu penses vraiment ce que tu dis au plus profond de toi, et que tu connais ce qu'il se passe dans ces super structures, je ne suis pas sûr que tu fasses long feu finalement et je suis pas sûr que finalement tu aies le droit
à vraiment accéder à ces plateaux télé en tant que vrai dissident. Donc, la question, c'est plus à quel niveau il a instrumentalisé ses passages télé, parce que après, je pense que la télé peut être un outil, ou est-ce qu'il est l'idiot utile d'un certain système qui peut l'utiliser à un certain niveau parce qu'il est jeune, il peut être proche du peuple et il peut être la personne qui vient sauver les gilets jaunes ou autre. Donc pour moi, la médiatisation, je le vois comme quelque chose à double tranchant, puisque forcément, le système médiatique, encore plus français, est un système et tout est calculé, que ce soit les opposants ou les personnages qui viennent annoncer des nouvelles incroyables. C'est quelque chose qui est très instrumentalisé et moi personnellement je suis pas forcément dupe. Donc quand une personne est très médiatisée, je me méfie à un certain niveau. Après, elle peut être très maligne et utiliser sa médiatisation à des fins personnelles et parce que quelque part la télé est un gros média d'influence et on peut se jouer aussi de ces médias en les infiltrant à un certain niveau, mais bon, il faut se poser quelques questions. Et ensuite aussi, je regarde ce qu'il fait. Quelles sont ses histoires, quelles sont ses casseroles? Est-ce qu'il a mis des couteaux dans le dos? Est-ce qu'il a retourné ses vestes? Et là, je vous laisse regarder un peu sa page Wikipédia, je vais pas forcément rentrer dans le détail ici, mais effectivement, il est passé par plusieurs couleurs politiques. Il s'est engagé quand même dans des affaires assez dissidentes d'un certain niveau. Il y avait Wikileaks, il y a les Gilets jaunes, il y a plusieurs choses. Après, le problème de ces affaires-là, c'est toujours la même chose. C'est des superstructures. Est-ce qu'elles envoient des infiltrés pour canaliser la colère, canaliser les revendications? C'est quelque chose de très connu de faire ça. Donc là, chacun va se faire son idée. Voilà. Ensuite, un dernier point que je vais regarder, c'est quelques vidéos sur lui rapidement pour sentir son énergie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je suis tombé sur une vidéo où il dit des choses très, très intéressantes. Premièrement, il dit que le réseau de la franc-maçonnerie, donc qui nous intéresse particulièrement ici, est un réseau faible et secondaire pour donner du pouvoir et faire monter le petit peuple, finalement, qui n'a pas réussi à se hisser au niveau des oligarques qui ont fait ce parcours scolaire élitiste et qui sont arrivés aux plus hautes structures décisionnaires de l'État. Donc ça, c'est la première chose. Et quelque part, ça, c'est une réalité. Et ça, faut être très sérieux sur ça. La deuxième chose, c'est qu'il dit que le réseau, finalement, des puissants ou des oligarques, et donc, finalement, des superstructures, donc que ce soit des institutions, que ce soit des écoles, l'ENA ou autres, n'ont pas besoin de la franc-maçonnerie parce qu'ils sont au-dessus de toutes ces structures, parce que c'est eux qui décident. Et ensuite, il dit que il s'est fait lui-même approcher par la franc-maçonnerie, mais il considère ne pas en avoir besoin, car il a déjà accès au super réseau. Donc ça, c'est très, très intéressant comme déclaration, et du coup, je vais un peu rebondir sur ça pour compléter ce qu'il veut dire ou ce qu'il occulte de dire. Donc déjà, il a complètement raison. Toutes les loges déjà maçonniques ne se valent absolument pas. Il y en a qui sont beaucoup plus puissantes et influentes que d'autres. Deuxièmement, c'est tous les membres d'une même loge ne se valent absolument pas, parce que de la même manière, il y en a qui ont beaucoup plus d'influence que d'autres. Par exemple, la franc-maçonnerie, il y a 33 degrés. Dans les premiers degrés, n'importe qui pourrait rentrer, mais ils ne connaissent pas du tout ce à quoi on va les initier au 33e degré et ce qu'ils servent réellement. Donc, dans les premiers degrés de la franc-maçonnerie, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Entre guillemets, il y a tous les types de postes qui peuvent être représentés et ils n'ont aucune influence comparée à des degrés beaucoup plus élevés de la franc-maçonnerie qui ont une vision beaucoup plus ésotérique et occulte. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un podcast. Donc, j'ai une autre chaîne, enfin, j'ai plusieurs chaînes, vous l'aurez compris, sur la voie du disciple où je parle justement de l'aspect un peu plus ésotérique de la franc-maçonnerie et de l'énergie luciférienne. Donc là, c'est vraiment pas pour tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder si vous le souhaitez, c'est toujours dans ma playlist ci-dessous. Et enfin, ce qu'il ne dit pas non plus, c'est que effectivement, la franc-maçonnerie est un réseau discret que tout le monde connaît ou tout le monde en a déjà entendu parler. Mais par contre, au niveau des oligarques et des puissants, il y a d'autres réseaux qui ne sont pas discrets cette fois-ci, mais qui sont secrets. Et ça, faut bien comprendre du coup que le paysage politique, économique, financier, mondial est très complexe parce qu'il y a beaucoup de réseaux qu'on ne voit pas ou qui ne sont pas dits. Et dans ces réseaux, il y a beaucoup de membres qui ont des influences complètement différentes. Donc, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait le voir ou le croire. Mais une chose est sûre, en fait, c'est que il y aura peut-être
à un certain niveau une guerre des réseaux dans cette affaire Marvel, parce que je ne vois pas en fait pourquoi il va s'attaquer à ce réseau. Il sait très bien qui est dans ce réseau-là. Et d'ailleurs, il a déjà eu quelques accrochages avec le bâtonnier, donc je parlais déjà de l'affaire Griveaux, où il devait défendre Pawlenski, il me semble, et le bâtonnier lui a dit non pour les mêmes raisons qu'il aurait dû dire non finalement à l'avocate de la partie civile dans l'affaire Marvel, parce qu'il n'y avait pas d'indépendance entre Pawlenski donc et lui-même dans l'affaire Griveaux. Donc il a déjà perdu à un certain niveau une certaine bataille avec en tout cas ce type de réseau-là. Donc on va voir en fait comment il va réagir dans cette nouvelle affaire. Est-ce que c'est une guerre des réseaux discrets, secrets? Moi, je n'ai pas forcément d'avis. Une chose est sûre, c'est que l'affaire Marvel, c'est une affaire normalement qui est ridicule dans le sens qui n'aurait même pas dû être médiatisée. C'est des chamailleries entre youtubeurs. Mais là, on passe à un niveau où une personnalité comme Juan Branco, qui est quand même donc bien installé, s'intéresse à l'affaire, et la question est comment il va s'intéresser à cette affaire. Est-ce qu'il va l'instrumentaliser à son tour ou non, ou il va, je sais pas. Si vous avez des avis, des commentaires par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Moi, je vous ai exposé la manière dont j'analyse la situation et j'observe certains profils, les critères que moi je choisis. Si vous avez d'autres critères, n'hésitez surtout pas à me les partager ci-dessous, je vous lirai avec plaisir. Si vous avez des idées de comment il va attaquer le sujet, n'hésitez pas non plus. Moi, en tout cas, dans tous les cas, je lui envoie une certaine force. Je ne sais pas qui est derrière Juan Branco, je ne pense pas qu'il soit seul. Après, je ne pense pas qu'il soit forcément du même réseau que l'avocate de la partie civile, et donc ça va être assez drôle ce qui se joue en ce moment. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à enrichir ce sujet si ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.